Certaines forêts gardent des secrets qui ne devraient jamais être découverts. Avant de commencer, si ces cas réels non résolus vous fascinent, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun récit. Aujourd'hui, je vous apporte 4 mystères documentés survenus dans des forêts et montagnes d'Europe et d'Asie. Des cas enquêtés par les autorités avec de multiples témoins, avec des preuves physiques. Des cas qui défient toute explication logique, quand la nature cache plus que des arbres. Je m'appelle Youri Yudin et je suis le seul survivant de l'expédition du col Dyatlov. 9 de mes amis sont morts dans les montagnes de l'Ural en février 1959. Leurs corps ont été trouvés dans des conditions impossibles. Leurs morts n'ont jamais été expliquées. C'est l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire moderne. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. Nous étions 10 randonneurs expérimentés de l'Institut Polytechnique de l'Ural. Nous planifions une expédition de ski dans les montagnes du nord de l'Ural. Notre leader était Igor Dyatlov, 23 ans, étudiant en ingénierie et randonneur expert. Le groupe incluait Zinaïda Kolmogorova, Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Rustem Slobodin, Yuri Doroshenko, Yuri Krivonichenko, Nicolas Thibault-Brignolol, Alexander Zolotaryov et moi. Nous sommes partis le 23 janvier 1959. Notre destination était Otorten, une montagne à environ 300 km au nord de Sverdlovsk. Le 28 janvier, je suis tombé malade, douleur batale sévère. Je ne pouvais pas continuer. Igor a décidé que je devais retourner. J'ai dit au revoir à mes amis ce jour-là. C'est la dernière fois que je les ai vus vivants. Le groupe a continué sans moi. Le 31 janvier, ils ont monté leur tente sur les pentes du mont Kholat-Syakhl. En langue mansi locale, cela signifie « montagne de la mort ». Ils ne sont jamais revenus. Quand ils n'ont pas signalé leur retour comme prévu, une équipe de recherche a été envoyée. Le 26 février, ils ont trouvé la tente. Ce qu'ils ont trouvé était incompréhensible. La tente avait été coupée de l'intérieur, pas ouverte normalement, coupée, comme si les occupants étaient désespérés de sortir rapidement. 9 paires de chaussures de ski étaient toujours à l'intérieur de la tente. La plupart des vêtements chauds étaient toujours là, mais les randonneurs avaient disparu. Les traces dans la neige montraient que les 9 personnes avaient fui la tente en courant vers la forêt en contrebas, certains pieds nus, d'autres en soquette, par moins 30 degrés Celsius. Les chercheurs ont suivi les traces sur 1,5 km jusqu'à la lisière de la forêt. Là, sous un grand cèdre, ils ont trouvé les 2 premiers corps, Yuri Doroshenko et Yuri Krivonichenko, morts, à moitié nus, pieds nus, à côté d'un feu de camp éteint. Les branches du cèdre au-dessus d'eux avaient été cassées à une hauteur de 5 mètres, comme si quelqu'un avait grimpé dans l'arbre. Fermez les yeux et imaginez. Vous êtes dans votre tente, il fait moins 30 degrés dehors, vous et vos amis dormez. Puis, quelque chose se passe. Quelque chose si terrifiant que vous coupez votre tente de l'intérieur et fuyez dans la nuit glacée, pieds nus, sans vêtements chauds, préférant mourir de froid plutôt que de rester dans la tente. Les chercheurs ont trouvé 3 autres corps entre la tente et le cèdre, Igor Dyatlov, Zinaïda Kolmogorova et Rustem Slobodin. Ils étaient positionnés comme s'ils essayaient de retourner à la tente, morts d'hypothermie. 4 corps manquaient. En mai, quand la neige avait fondu, les 4 derniers corps ont été trouvés dans un ravin à 75 mètres du cèdre, enterrés sous 4 mètres de neige. Mais ces corps étaient différents, très différents. Lyudmila Dubinina manquait sa langue, ses yeux et une partie de ses lèvres. Arrachées, pas coupées, arrachées. Alexander Zolotaryov manquait aussi ses yeux. Nicolas Thibault-Brignolol avait un crâne fracturé massif. Alexander Kolevatov avait le nez manquant. Lyudmila avait des côtes fracturées, des 2 côtés, comme si elle avait été frappée par une voiture. Le médecin légiste déclarait que la force nécessaire pour causer de telles blessures était comparable à un accident de voiture à haute vitesse. Mais il n'y avait aucun traumatisme extérieur, pas de coupure, pas de contusion, juste des blessures internes massives. Et ces 4 portaient les vêtements des autres victimes,
des vêtements arrachés aux morts, comme s'ils essayaient désespérément de survivre au froid. Laisse un like si tu apprécies et dis-moi en commentaire, connais-tu un mystère non résolu de ta région? J'adorerais lire ton histoire. L'enquête officielle soviétique a conclu « force naturelle inconnue ». C'est tout. Pas d'explication, pas de théorie, juste force naturelle inconnue. Le dossier a été classifié, scellé pendant des décennies. Les théories abondent depuis 65 ans. Avalanche? Mais pourquoi couper la tente de l'intérieur? Pourquoi les corps étaient-ils si dispersés? Pourquoi les blessures internes massives sans traumatisme extérieur? Attaque animale? Mais aucune trace d'animal n'a été trouvée, et aucun animal n'arrache les yeux et les langues. Armes secrètes militaires? L'armée soviétique testait des missiles dans la région, mais aucune preuve. Radiation? Les vêtements de certaines victimes montraient des niveaux élevés de radiation. Pourquoi? Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis parti un jour avant. Si j'étais resté, je serais mort avec eux. J'ai passé le reste de ma vie à essayer de comprendre. J'ai parlé aux enquêteurs, j'ai lu tous les rapports, j'ai visité le site, et je n'ai pas de réponse. 9 personnes expérimentées, bien équipées, ont fui leur seul abri dans une nuit glacée, ont couru pieds nus dans la neige, et sont mortes de manières impossibles. Le col Dyatlov reste le mystère non résolu le plus célèbre de Russie. Des livres, des documentaires, des films ont été faits à ce sujet, des milliers de théories, aucune explication définitive. Et mes 9 amis sont toujours morts, sans réponse, sans paix. Mais le col Dyatlov n'est pas le seul endroit en Europe où des choses inexplicables se produisent dans la forêt. En fait, il existe une forêt en Roumanie surnommée le triangle des Bermudes de la Transylvanie. Une forêt où les gens disparaissent, où les appareils électroniques dysfonctionnent et où une clairière circulaire défie toute explication botanique. La forêt Oia Baciu. Je m'appelle Alexandru Sift et je suis biologiste à l'université de Cluj-Napoca. J'ai étudié la forêt Oia Baciu pendant 15 ans et je peux vous dire avec certitude, cette forêt est anormale. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. La forêt Oia Baciu se trouve juste à l'extérieur de Cluj-Napoca en Transylvanie. Elle couvre environ 250 hectares. Ces arbres poussent de manière tordue, déformée. Leurs troncs se courbent à des angles impossibles. Leurs branches s'entrelacent de manière qui défie la gravité. Mais le plus étrange est la clairière. Au centre de la forêt se trouve une clairière parfaitement circulaire, environ 30 mètres de diamètre. Aucune végétation n'y pousse, rien. Pas d'herbe, pas d'arbustes, pas d'arbres, juste terre stérile. J'ai prélevé des échantillons de sol, analysés en laboratoire. Le sol est normal, fertile même. Il devrait supporter la croissance des plantes, mais rien ne pousse. J'ai essayé de planter des graines dans la clairière. Elles ne germent pas. J'ai transplanté des plantes adultes. Elles meurent quelques jours. La clairière est apparue il y a des décennies. Personne ne sait pourquoi. Personne ne sait comment. Mais ce n'est pas tout. La forêt elle-même a une réputation sinistre qui remonte à des siècles. Selon les légendes locales, la forêt a été nommée après un berger nommé Oya, qui a disparu dans la forêt avec un troupeau de 200 moutons. Ni lui ni les moutons n'ont jamais été retrouvés. Au fil des ans, de nombreuses autres personnes ont disparu dans Oia Baciu. Une fille de 5 ans est entrée dans la forêt et a disparu. Elle a été retrouvée 5 ans plus tard, exactement au même endroit où elle avait disparu, portant les mêmes vêtements, sans mémoire de ces 5 ans. Les visiteurs reportent des sensations étranges, anxiété intense, nausées, maux de tête, sensation d'être observés. Certains développent des éruptions cutanées inexpliquées. D'autres disent avoir vu des apparitions, des ombres, des figures, des lumières. Les appareils électroniques dysfonctionnent dans la forêt. Les caméras s'arrêtent de fonctionner. Les téléphones perdent leur charge. Les boussoles tournent follement. En 1968, un technicien militaire nommé Émile Barnet a pris une photographie dans la forêt.
La photo montre clairement un objet en forme de disque volant au-dessus de la clairière. La photo a été analysée par des experts. Aucune preuve de falsification n'a été trouvée. Moi-même, j'ai expérimenté des phénomènes étranges. En 2015, je faisais des recherches dans la forêt, seul. J'avais une caméra, un enregistreur audio, un GPS. Il était environ 15h30. Soudain, tous mes appareils se sont éteints simultanément. Caméra, enregistreur, GPS, tout. Mort. J'ai ressenti une présence, comme si quelqu'un se tenait juste derrière moi. Je me suis retourné. Personne. Mais la sensation persistait, forte, oppressante. J'ai quitté la forêt immédiatement. Une fois sorti, mes appareils ont recommencé à fonctionner, comme si de rien n'était. J'ai parlé à d'autres chercheurs. Beaucoup ont vécu des expériences similaires. Certains refusent maintenant de retourner dans la forêt. Des scientifiques essaient d'expliquer Oyabachiu rationnellement. Peut-être que les anomalies magnétiques causent les dysfonctionnements électroniques. Peut-être que les arbres déformés sont dus à des conditions de sol particulières. Mais ces explications ne couvrent pas tout. Elles n'expliquent pas la clairière stérile. Elles n'expliquent pas les disparitions. Elles n'expliquent pas les expériences subjectives cohérentes de centaines de visiteurs. La forêt Oyabachiu reste un mystère. Elle attire des chasseurs de paranormal, des scientifiques, des touristes du monde entier. Certains cherchent des réponses, d'autres cherchent des sensations fortes. Moi, je continue mes recherches, mais prudemment, avec respect. Parce que j'ai appris que cette forêt cache des secrets que la science ne peut peut-être pas expliquer. Et en parlant de forêt européenne avec des histoires sombres, je dois vous raconter celle qui a inspiré certains des contes les plus terrifiants des frères Grimm. Une forêt si dense que le soleil ne touche pas le sol. Une forêt remplie de légendes de sorcières, de loups-garous et de choses plus anciennes. La forêt noire allemande. Je m'appelle Klaus Weber et je suis garde forestier dans le Schwarzwald, la forêt noire, depuis 30 ans. J'ai grandi dans les villages à la lisière de cette forêt. J'ai entendu les histoires toute ma vie. Et maintenant, après 30 décennies de travail dans ces bois, je peux vous dire, certaines de ces histoires sont vraies. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. La forêt noire couvre environ 6000 km² dans le sud-ouest d'Allemagne. C'est l'une des plus grandes forêts d'Europe, dense, sombre, ancienne. Son nom vient de la densité de la canopée. Les conifères poussent si serrés que peu de lumière atteint le sol forestier. Marcher dans certaines parties de la forêt, même à midi, c'est comme être dans le crépuscule perpétuel. Cette obscurité a donné naissance à d'innombrables légendes. Les frères Grimm ont basé beaucoup de leurs contes sur les légendes de cette forêt. Hansel et Gretel, le petit chaperon rouge, Réponse. Toutes ces histoires viennent d'ici, de cette forêt. Mais les vraies légendes que les locaux racontent sont plus sombres que les versions pour enfants. Il y a l'histoire du cheval blanc, un étalon blanc fantôme qui apparaît sur les routes forestières la nuit. Si vous le suivez, il vous mène plus profondément dans la forêt, jusqu'à ce que vous soyez complètement perdu. Plusieurs personnes ont disparu après avoir rapporté avoir vu le cheval blanc. Il y a l'histoire du moine sans tête, un moine médiéval qui hante les vieux chemins forestiers, portant sa tête sous son bras. Les randonneurs le voient parfois au crépuscule. Il y a l'histoire de la sorcière du Marais, une vieille femme qui vit dans les parties les plus profondes de la forêt. Elle attire les voyageurs perdus avec des lumières, les menant dans les marécages où ils se noient. Ces histoires sont anciennes, transmises de génération en génération. La plupart des gens les considèrent comme du folklore, des contes pour espérer les enfants. Mais j'ai vu des choses. En 2008, j'étais en patrouille dans une section profonde de la forêt. C'était en automne, environ 17 heures. Le soleil se couchait déjà. J'ai entendu un cheval, des sabots sur le sentier devant moi. J'ai tourné un coin et l'ai vu. Un cheval blanc, magnifique, pur, brillant presque dans la lumière déclinante, sans cavalier, sans bride. Il me regardait. J'ai avancé vers lui. Il s'est détourné et a commencé à marcher plus profondément dans la forêt. J'ai suivi. Je ne sais pas pourquoi. C'était comme si j'étais attiré. Le cheval marchait juste assez vite pour que je doive continuer à le suivre,
mais jamais assez vite pour que je le perde de vue. Après 20 minutes, je me suis rendu compte, je ne savais pas où j'étais. Moi, qui connais cette forêt comme ma propre maison, j'étais perdu. Le cheval s'est arrêté, m'a regardé, puis a disparu. Pas parti en courant, disparu. Un moment, il était là. Le suivant, il ne l'était plus. J'ai utilisé ma compasse et ma radio pour retrouver mon chemin. Il m'a fallu 3 heures. Je ne l'ai jamais dit à personne. Qui me créerait? Mais ce n'était pas la seule fois. En 2015, un groupe de randonneurs a disparu dans la forêt. 3 personnes, expérimentées, bien équipées. Nous les avons cherchés pendant des jours et nous les avons trouvés. Ils étaient assis autour d'un feu de camp éteint, vivants, mais changés. Ils ne parlaient pas, ne répondaient pas aux questions, regardaient juste fixement. Ses yeux étaient vides. Ils ont été emmenés à l'hôpital. Les médecins ne pouvaient rien trouver de physiquement mal, mais mentalement, ils étaient partis. Après quelques semaines, 2 d'eux ont récupéré. Ils n'avaient aucun souvenir de ce qui s'était passé. Le dernier jour dont ils se souvenaient, ils installaient leur camp. Puis, plus rien. Puis, ils se réveillaient à l'hôpital. Le 3e ne s'est jamais rétabli. Il est dans une institution maintenant, silencieux, regardant fixement. La forêt noire est belle. C'est une destination touristique populaire. Des millions de personnes la visitent chaque année. La plupart ne vivent rien d'extraordinaire. Mais parfois, dans les parties les plus profondes, là où la lumière ne pénètre jamais vraiment, où les arbres croissent si denses que vous ne pouvez pas voir le ciel, quelque chose attend. Quelque chose d'ancien, quelque chose qui était ici avant les Romains, avant les Celtes, avant n'importe quel peuple que nous connaissons. Et occasionnellement, il se montre. Et pour conclure ces récits de mystères forestiers réels, je dois vous parler de la forêt la plus hantée d'Asie. Une forêt si étroitement associée à la mort qu'elle est connue mondialement comme la forêt du suicide. Une forêt où de centaines de personnes viennent mourir chaque année. Aokigahara. Je m'appelle Kiyoshi Watanabe et je suis volontaire de patrouille de prévention du suicide dans la forêt d'Aokigahara depuis 10 ans. J'ai vu des choses que personne ne devrait voir. J'ai trouvé des corps, j'ai sauvé des vies et j'ai appris que cette forêt retient les âmes. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. Aokigahara se trouve au pied du mont Fuji. Elle couvre environ 35 km². C'est une forêt dense de conifères et de feuillus poussant sur un lit de lave solidifié de l'éruption du mont Fuji en 864. La lave rend le sol rocailleux, inégal. Les racines des arbres s'entrelacent autour des roches volcaniques, créant un paysage tordu et déformé. La densité des arbres bloque le vent. La forêt est silencieuse, anormalement silencieuse. Mais la caractéristique la plus connue d'Aokigahara n'est pas sa beauté ou sa géologie, c'est le nombre de personnes qui viennent ici pour mourir. Depuis des décennies, Aokigahara a été un lieu de suicide populaire au Japon. Chaque année, des dizaines, parfois des centaines de corps sont trouvés dans la forêt. Certains sont là depuis des jours, d'autres depuis des mois ou des années, cachés dans les profondeurs de la forêt. Pourquoi cette forêt? Plusieurs raisons. En 1960, un roman japonais appelé Nami no Tao, Tour des vagues, par Seicho Matsumoto, se termine avec 2 amants se suicidant dans Aokigahara. Le livre était immensément populaire. Il a établi la forêt dans la conscience populaire japonaise comme un lieu de fin. En 1993, un autre livre, le Manuel complet du suicide, par Wataru Tsurumi, recommandait Aokigahara comme l'endroit parfait pour mourir. Le livre était un best-seller. Mais il y a aussi des raisons pratiques. La forêt est dense, isolée. Vous pouvez marcher pendant des heures sans voir personne. C'est facile de disparaître ici. Et selon les croyances folkloriques japonaises, la forêt a un lien avec la mort. Les anciennes légendes parlent de yurei, fantômes qui hantent la forêt, d'esprits tripés qui ne peuvent pas passer à l'au-delà. Moi et d'autres volontaires patrouillons la forêt régulièrement. Nous cherchons des personnes suicidaires. Parfois, nous les trouvons à temps. Nous parlons avec eux. Nous les encourageons à reconsidérer. Parfois, ça marche. Mais parfois, nous trouvons juste des corps. Il y a des protocoles. Nous contactons la police. Le corps est retiré. La famille est notifiée. C'est déchirant à chaque fois. Mais ce qui est le plus troublant, ce ne sont pas les corps.
c'est la sensation de la forêt elle-même. Vous pouvez sentir les morts. Je sais que ça semble fou, mais c'est vrai. Il y a des zones de la forêt où l'air semble plus lourd, où le silence est si profond qu'il fait mal aux oreilles, où vous savez juste que quelqu'un est mort ici. J'ai vu des choses que je ne peux pas expliquer. Des silhouettes à la périphérie de ma vision. Quand je me tourne, rien. Des murmures, voix appelant pour de l'aide. Je suis le son, je ne trouve personne. Des objets placés de manière délibérée. Chaussures caliquement alignées sur un sentier. Des lettres accrochées à des branches. Des photos de famille posées sur des roches. Ces objets sont laissés par les personnes qui viennent ici pour mourir. Dernier message, derniers adieux. Le gouvernement a placé des panneaux dans toute la forêt. Ils disent « Votre vie est un cadeau précieux de vos parents et veuillez consulter la police avant de décider de mourir ». Il y a un centre de prévention du suicide à l'entrée de la forêt. Mais les morts continuent. Aokigahara est une forêt belle et terrible. Elle est hantée de tristesse, de désespoir et des fantômes de ceux qui sont venus ici chercher la paix dans la mort. Moi, je continue mes patrouilles. Je continuerai aussi longtemps que je le pourrai, parce que chaque vie sauvée vaut chaque moment de tristesse et de terreur. Mais je ne viendrai jamais dans cette forêt seul, pas la nuit, pas dans les parties profondes, parce que je sais ce qui attend là-bas. Et je ne veux pas rejoindre les morts qui marchent dans les arbres d'Aokigahara. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour me dire si vous connaissez un mystère non résolu de votre région. Et si vous connaissez quelqu'un qui aime ces histoires vraies, partagez la vidéo. À bientôt.